Et chaque jour, 16h50, il est 16h50, un expert de marché nous rejoint pour déconstruire les idées reçues. C'est Thibaut Prébet aujourd'hui qui nous accompagne. Thibaut Prébet est le président de ECAT et auteur de ce livre « Démographie, la bombe tranquille ». Bienvenue Thibaut. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Les cours du pétrole ont bien baissé. On a un baril de Brent sous les $72 d'ailleurs aujourd'hui. La crise d'Ormuz est terminée pour les marchés. Alors certains le pensent, pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez, Thibaut, cette idée que la crise d'Ormuz est passée. Ceci dit, ce détroit n'a plus l'air d'être un sujet, c'est vrai, pour le marché. Non, c'est plus un sujet, on va dire, géopolitique. Et je me suis dit, avec ce bullshitomètre, que vous deviez vous ennuyer. Ça fait au moins 2 jours que vous n'en avez pas parlé. Donc je me suis dit, un peu plus, il est temps de rappeler que les conséquences économiques vont être majeures et que c'est un sujet qui n'a pas fini d'animer l'actualité, même si, effectivement, on est un peu moins dans le drame et l'urgence. Alors il y a les conséquences économiques, mais il y a aussi les conséquences politiques de ce qui s'est passé en fait. Et c'est vraiment pour le coup un sujet pour les marchés. Ouais, c'est énorme parce qu'en fait, la géopolitique, déjà, il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est qu'on était passé à un moment sur l'idée que les Américains pouvaient intervenir où ils voulaient, ils escamotaient un président. Là, il y a quand même un coup d'arrêt énorme. Donc la puissance géopolitique américaine, elle vient de prendre une claque qui est colossale, ce qui change un peu le rapport de force. Et là où il y a un changement de rapport de force qui est colossal, c'est pour Israël. C'est-à-dire qu'Israël est en train, d'un côté, de se fâcher avec son plus gros allié qui était les Américains, de pour le coup avoir fâché les 3/4 de l'Europe. Donc on a un changement de rapport de force dans le soutien à Israël qui est énorme. Dans le même temps, on va avoir des pays du Golfe qui, eux, n'ont pas tellement envie d'être embarqués là-dedans et qui sont plutôt dans la temporisation. Et un Iran où on ne sait pas très bien si d'un côté, objectivement, ils sont plutôt gagnants du conflit. Et de l'autre côté, l'idée que tous leurs dirigeants puissent se faire squeezer en quelques minutes n'est pas non plus forcément très rassurant pour ceux en cours. Donc la bascule géopolitique est très différente après cette crise, un peu comme la bascule économique, où on va avoir quand même quelques souffrances de cette consommation qui a été très affectée par la hausse du prix du pétrole. Donc je pense quand même qu'on sort de là d'une situation très différente, mais plutôt moins bonne que la précédente. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement, avec cette fermeture du détroit d'Ormuz, on a pu faire un vrai stress, on a presque envie de dire un crash test. On se disait avant la fermeture de ce détroit, si un jour ce détroit ferme, qu'il y a des difficultés, qu'on entend parler de mines dans le détroit, l'économie mondiale va s'effondrer. Là, on a fait le stress test et elle ne s'est pas effondrée. Donc de ce point de vue, on se dit qu'on en sort relativement bien. En fait, elle ne s'est pas effondrée. La réalité, c'est que l'économie mondiale ne peut pas s'effondrer sur un truc, puis ça n'a pas été finalement... on ne disait pas ça avant. Mais la réalité quand même, c'est que les chiffres éco du premier trimestre sont dégueulasses. Quasiment partout. Je vous rappelle qu'en France, on est quand même tranquillement en croissance négative, ce qui est quand même pas un truc qui nous arrive tous les 2 jours, même si par rapport au potentiel, c'est pas énorme, mais par rapport au déficit qu'on a arrivé en croissance négative, c'est quand même pas flamboyant, qu'aux États-Unis, les chiffres étaient quand même très très médiocres, et que les chocs économiques, on a toujours cette idée, un peu comme les hausses de taux, que ça va durer 2 semaines. Mais ça met du temps à se répercuter, comme les droits de douane à l'époque, etc. Donc moi, je pense qu'on va traîner une économie assez moribonde pour le reste de l'année. Donc je pense que c'est quand même un truc qui est un peu sous-estimé dans la réémanence de ce choc et de l'impact sur les consommateurs. Oui, je sais pas, l'inflation recule déjà très nettement là, au mois de juin en zone euro. Quels dégâts voyez-vous durer encore des mois et des mois, même si ce détroit finissait par vraiment rouvrir? Mais moi, j'avais toujours été dans la logique qu'on a plus de risques déflationnistes qu'inflationnistes. Vous savez, le marché, c'est toujours des sinusoïdes. Plus vous appuyez dans un sens, plus les rebonds sont forts. En réalité, quand vous avez ce choc de consommation, où globalement tout le monde a dû mettre son budget sur le pétrole et moins sur le reste, le risque derrière, c'est comme la consommation va baisser, au moment où tout le monde peut reproduire du pétrole en revendre, on a le risque plutôt d'aller dans l'excès inverse. Et sur le pétrole, c'est ce qu'on a toujours fait. On a quasiment toujours eu des chocs haussiers et baissiers, suivis de l'inverse. Parce qu'en fait, comme c'est quelque chose de très élastique, qui se stocke pas très bien, parce que le pétrole, faut être très clair, c'est facile à stocker d'un point de vue technique, mais comme c'est volumineux, ça coûte cher à stocker par rapport à ce que ça vaut. Et donc, dans la réalité, c'est qu'on est souvent dans des montagnes russes sur le pétrole. Je pense qu'on a aujourd'hui plus de risques sur l'économie, qui serait faible, et donc qui serait plutôt déflationniste et baissier sur le pétrole, que l'inverse. Ça reste néanmoins une situation à gérer qui est préoccupante. Bon, Thibaut, à quelque chose, malheur est bon. C'est comme quand Donald Trump menace de retirer les troupes américaines de l'OTAN ou de quitter l'OTAN, etc. Ça nous met un coup de pied aux fesses et on réfléchit enfin à une défense intégrée à l'échelon européen. Là, cette crise du détroit d'Ormuz, elle aura peut-être eu le mérite de nous faire dire non seulement on va aller peut-être explorer d'autres zones pétrolifères, et puis se mettre un bon coup de pied aux fesses aussi pour les énergies renouvelables. Oui, c'est sûr que de toute façon, il y a une réaction et l'Europe est plutôt un truc qui avance au gré de ces crises, puisqu'on le voit même sur la défense de l'Ukraine où on a pris le relais des Américains. On a des changements en fait qui sont aussi techniques, qui vont changer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que maintenant les guerres se règlent au drone. Et qu'en fait, on a vu ce parcours de Rheinmetall qui était monstrueux, puis maintenant on se demande si mettre des millions dans un tank, c'est pas un peu à la ramasse, si c'est à coup de drones de 10 000 balles qu'on veut faire. Et puis, ce qu'on voit aussi dans ces 2 conflits en cours, qui vont plutôt dans le sens du plus faible, c'est que en réalité, quand
les moyens de défense sont très peu chers, ça devient de plus en plus difficile quelque part d'être l'assaillant. Et donc ça, c'est aussi un rapport de force dans la dissuasion qui change de manière extrêmement intéressante. Et donc c'est vrai qu'avec en plus cette démographie qui baisse, on voit qu'en fait on a complètement refermé l'ère de l'infanterie. Plus personne n'a envie avec un gamin d'aller le perdre sur un champ d'opération. Et en revanche, on est dans l'ère du drone. Et donc c'est vrai que je pense qu'il se passe des changements assez structurels. Et dans ce cadre-là, l'Europe, qui avait plein de retard sur plein de sujets, se retrouve pas si mal lotie dans ce domaine-là. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, me paraît intéressant pour la construction européenne. Bon, alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, et ça veut dire qu'il y a aussi des leçons positives à tirer de ce qui vient de se passer. Là, vous venez d'en tirer une. Toujours. Moi, il y a toujours des leçons positives. Ça, l'économie, vous savez, ce qu'on appelle les boucles de retour. Il y a toujours du positif et du négatif. Ce qu'il faut, c'est bien le voir. Et il y a peut-être une autre leçon positive à tirer de la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est que même s'il rouvrait, on imagine que beaucoup d'acteurs vont vouloir quand même diversifier beaucoup plus qu'avant leurs sources d'approvisionnement énergétique, moins dépendre du Golfe et du pétrole. Et même dans l'univers pétrolier, peut-être la relance de certains projets de recherche-exploration pour là aussi moins dépendre de la production de cette région du Moyen-Orient. Ça, c'est positif aussi. Enfin, on peut l'imaginer. Et si ça a lieu, ce sera positif. C'est positif, mais en train de parler de stratégie. Or, on sait que quand un événement conjoncturel s'arrête, et j'ai peur qu'on ait un peu la même chose sur l'aspect climatique, on oublie quand même souvent 3 jours après l'aspect stratégique pour revenir sur ce qui est le plus rentable. Donc, je pense que techniquement, vous avez raison. De là à dire qu'on pourra faire autrement, puis il ne faut pas se mentir, le gros du sujet de la dépendance, c'est une dépendance asiatique, qui n'a pas des tonnes d'autres possibilités. Donc en réalité, on est sur un monde qui s'est régionalisé sur le pétrole. Et s'il a tenu bon dans cette crise, c'est justement parce que beaucoup de zones étaient capables de faire sans. Est-ce qu'on ira beaucoup plus loin? Stratégiquement, c'est souhaitable. Je ne suis pas sûr que ce soit crédible.